pour, le marché des vins aux États-Unis, alors attendez, je projette, quelques chiffres en introduction. Donc c'est un pays, qui, est 15 fois plus grand que la France. On donne d'une côte à l'autre, il faut prendre l'avion et ça prend bien 6 heures entre San Francisco et New York. Hem, c'est un pays qui est composé de 300 presque 328 millions d'habitants avec, de très fortes, populations multiethniques. Donc la première communauté est hispanique, ensuite afro-américaine et asiatique. Donc, si bien qu'on ait connu un taux de chômage, assez important, en 2020, notamment en avril, ayant skyrocketé jusqu'à 14. Aujourd'hui, le taux de chômage s'est maintenu depuis novembre à 6,2. Donc là, c'est des chiffres à février. Donc le taux de croissance de PIB, sans surprise est en négatif. En 2019, il avait été très fort, hein, avec plus de 2,3 de croissance. Mais on préconise déjà, comme l'avait souligné en introduction Émilie, en fait, une forte reprise, surtout à partir du second semestre sur, l'économie américaine, avec, la diffusion plus large et l'administration plus large, des vaccins qui s'accélère. Cela étant dit, le marché américain demeure le premier marché, à l'export en valeur pour les vins et les spiritueux français. Donc, si on se penche maintenant sur la consommation de vin et de spiritueux aux États-Unis, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le marché américain est tout d'abord, dominé dans la consommation par la bière. Donc c'est un pays, qui produit de la bière aussi, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, on compte en 2019, près de 8 300, brasseries, aux États-Unis, donc qui est en croissance de presque plus, enfin 24 par rapport à 2019. Les Américains consomment à peu près 90 litres, de bière par an, et en contraste, et on y reviendra un peu tout à l'heure, pour les vins, on n'en est encore qu'à 12 litres par an. Cela étant dit, on remarque, que la consommation, donc de la bière est en diminution. Si vous voyez ici sur, les 3 courbes que représente, la consommation des alcools aux États-Unis. Elle est en diminution au profit, des vins et spiritueux et particulièrement des spiritueux. Si vous voyez la courbe en bleu clair là, indique, une forte progression des spiritueux. Hem et pour finir avec ce graphique-là, juste c'est les graphiques, je voulais faire aussi un focus sur les RTD. Donc, qu'est-ce que le RTD? C'est le ready to drink. Ce sont ces boissons, mixées, entre des spiritueux et des eaux naturelles gasifiées et parfumées. Donc, une des marques phares aux États-Unis, si vous voulez faire une petite recherche, s'appelle White Claw. Claw, c'est L-A-U-W. Donc il fait fureur, auprès de la des consommateurs jeunes, et qui table à moins, enfin entre 5 et 6 degrés d'alcool. Mais donc c'est une catégorie qui monte, et on pourra y revenir un peu plus tard, de par du fait que le degré d'alcool soit faible, et aussi par, l'emballage, la canette qui est aussi en développement. Donc mais pour revenir, donc au panorama plus général, de la consommation, aux États-Unis, donc la bière number one, c'est 75 du marché des alcools. Les spiritueux donc aussi ne sont pas en reste. On voit plus 36 de distilleries qui se sont créées en 2020 par rapport à 2017, donc c'est 2 000 distilleries. Et aux États-Unis, il faut savoir qu'on est 4e producteur, de vin au monde, avec en tête, un nombre de wineries, de domaines, basés en Californie. Et au total, donc là, il y a Californie en tête, mais New York, Washington, Texas, Pennsylvanie, sont aussi producteurs. Et on compte aujourd'hui, près de 10 500, wineries, donc domaines, aux États-Unis. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on est le premier marché, les États-Unis sont le premier marché en valeur pour la France, en tous les cas de et pour le vin de manière globale. Premier importateur, de vin, et le 3e en valeur et 3e en volume. Et le marché du vin représente 328 millions
de caisses de 9 litres. Maintenant, si on regarde, plus proche, plus précisément sur la carte, où se trouve la consommation. Donc, les États, en fait, il y a 5 États qui concentrent, à eux seuls près de la moitié des volumes consommés, qui sont donc représentés sur cette carte, sur la côte ouest avec la Californie, la côte est, avec New York bien entendu. Puis on a le Texas ici, en bas, je pointe avec ma souris, mais je ne sais pas si vous voyez en réalité. Donc c'est sur le sud ici en couleur foncée Texas, la Floride, sur le sud-est et enfin, l'Illinois qui est, plus, en dessous des lacs, des grands lacs là, qui est un État aussi consommateur. Donc, il faut aussi savoir que les États-Unis sont un marché de cépages. Je vous ai mis ici un petit ranking, des cépages les plus appréciés. Donc Cabernet Sauvignon, reste le cépage roi, aux États-Unis, suivi du chardonnay. Ensuite, on aime bien les red blends, donc on parle beaucoup, de GSM, qui sont, Mourvèdre, Syrah et Grenache, donc ce sont les assemblages les plus connus ici aux États-Unis, mais encore, donc pour ne citer que ceux-là. Qui consomment les vins aux États-Unis? Donc principalement des baby boomers, des millennials et en majorité, un consommateur féminin. Et donc dans la fréquence de consommation, on a plus d'un tiers des consommateurs qui, consomment du vin plus d'une fois par semaine. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on est à 12,2 litres, par an et par personne, en moyenne, ce qui est en progression par rapport à il y a 2 ans où on était à 11,9, donc légère progression. Enfin, les critères d'achat par ordre d'importance, donc effectivement, le cépage va parler beaucoup aux consommateurs américains. La variété, la couleur, donc ça va un petit peu ensemble en premier critère. Le prix va venir, appuyer, le critère d'achat. Ensuite, la marque et le pays d'origine. Et puis bien sûr l'étiquette, qui font partie des critères, mais par ordre de priorité, passera, en 4e. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, si jamais vous avez des questions, mais peut-être, on pourra aussi les voir à la fin. Si on se focalise maintenant sur le focus, sur les vins, en fait, le marché, américain est composé à 75 de vins domestiques et ensuite, 25 de vins importés. Donc parmi ces 75, je vous ai mis ici un petit ranking des marques les plus, populaires, parmi les consommateurs américains et donc vous voyez l'origine, provient de la Californie puisque la Californie en fait, fournit, les États-Unis à hauteur de 65. Donc les 5 acteurs que vous voyez là, comme I.J. Gallo, Constellation Brands, The Wine Group, Trinchero Family Estates et Deutsche Family représentent à eux 5 près de 40 des parts de marché aux États-Unis et les 3 premiers donc I.J. Gallo, Constellation et Wine Group, à eux seuls 30. Donc on a, tous les formats mais voilà, c'était pour vous donner un ordre d'idée, des marques, en puissance, en présence, sur le marché. Donc, Émilie l'avait évoqué tout à l'heure par rapport aux challenges et aux tendances actuelles. Donc je voulais vous parler de 2 faits importants qui ont marqué 2020 et vous n'êtes pas donc sans savoir que la taxe Trump, comme on l'appelle, un petit peu, familièrement, a été mise en place en octobre 2019 et qui a fortement, ébranlé l'industrie, du vin. Tout d'abord, les spiritueux étaient épargnés, mais donc il y a eu 2 conséquences directes et en fait 3 étapes dans cette évolution. Donc la conséquence directe qu'on a pu observer, suite à l'implémentation de cette taxe, c'était une très forte mobilisation pour augmenter les stocks de vins français en fin d'année 2019 et début d'année 2020. Donc on a vu, dans les exportations, françaises, des croissances, skyrocketer, mais qui se sont ensuite aplanies le reste de l'année 2020. On a pu aussi donc observer, en parallèle de cette,
Conséquence tendance, une forte montée du vrac. Le vrac, qui a doublé de volume, en 2020 par rapport à 2019, donc représentant près de 9 des volumes de vin exportés vers les USA. Parce que, si vous pour rappel, la taxe, concernait des vins, de moins de 14, enfin, égaux ou inférieurs à 14 degrés et d'un contenant inférieur à 2 litres. Donc, un des moyens de «contourner» entre guillemets cette règle était d'embouteiller sur place des vins en vrac. Cela étant dit, au 31 décembre, donc on a eu un autre soubresaut, où avant de quitter son mandat, l'ancien président Trump avait décidé d'élargir cette taxe à l'ensemble des vins, européens, donc allemands et puis espagnols, au-dessus de 14 degrés et d'un contenant inférieur à 10 litres. Donc en fin de compte, pendant 3 mois, 2 mois et demi, on n'a pas pu, effectivement, trouver de «contourner le système» entre guillemets et donc on avait pris, de plein fouet cette règle, mais qui a été levée effectivement donc le 5 mars pour un sursis de 4 mois. Donc, pour le moment, le retour qu'on en a, terrain, c'est une vague de positivisme et puis ça vient galvaniser, les importateurs distributeurs qui, sont déjà, à leur commande pour profiter de cette accalmie et on espère et on a bon espoir, mais encore une fois, on n'a pas de boule de cristal que ça va perdurer. Hem, donc l'autre impact, bien sûr, c'est le Covid qui a très fortement, impacté la filière, donc déjà fragilisée avec, la taxe Trump. Donc, comme partout ailleurs, le système CHR s'est effondré, et on a vu, les importateurs-distributeurs, qui travaillaient historiquement avec, ce canal-là, essayer de, réorienter leurs ressources humaines et financières vers le canal du retail, le off-premise. Donc, en parallèle de ça, on a pu voir, naturellement, une concentration en fait sur des fournisseurs déjà connus, dont, le marketing était assez fort, connu auprès des consommateurs, hein, j'entends et donc pour une consommation domestique et pour des marques internationales dont voilà le marketing était assez, solide. Donc globalement, pour les vins, effectivement, sur toute l'année 2020, on a vu un recul en volume de 9 9,5 et en valeur 23,4 et pour ce qui est des spiritueux, un peu moindre, 1,4 en volume et 12,2 en valeur. Le hop cognac, représentant quand même une très, très forte part dans les exportations françaises de spiritueux aux États-Unis. Donc, ce qu'on a pu observer par rapport aux tendances, durant la pandémie, donc comme je vous enfin, on n'a pas arrêté de consommer des boissons alcoolisées, qui plus est, du vin et des spiritueux, donc ça, c'était somme toute une bonne nouvelle. Donc les consommateurs, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, se sont effectivement repliés sur, des vins, qu'ils connaissaient, des vins alors c'était au tout début de la pandémie où on allait vers des gros volumes, majoritairement et des vins plus d'entrée de gamme. Donc, on a vu, encore bah, les une explosion des grands formats, mais aussi des petits formats, donc avec les ready to drinks, RTD notamment. Forcément, on a vu une croissance, exponentielle des ventes pour les circuits en supermarché, les cavistes indépendants et surtout, avec cela, des ventes en ligne et avec le pick-up, ou livraison à domicile et je crois qu'en France on dit click and collect. Mais donc, ces tendances qu'on a observées se transforment aussi en opportunités pour les producteurs français. Donc, d'orienter la stratégie vers le retail qui pour l'instant est le canal porteur, mais voyons au second semestre comment le CHR, justement se relève. Le e-commerce est clairement, le mot d'ordre, aujourd'hui aux États-Unis avec des acteurs phares clés comme Drizly, je pourrais y revenir aussi sur leur fonctionnement, Wine.com, qui sont des plateformes digitales de magasins, alors Wine.com est une plateforme digitale, mais il existe aussi des magasins comme Total Wine& More qui ont un magasin physique, mais qui ont développé, du coup leur, plateforme digitale pour pouvoir, vendre, en ligne.
Donc comme je le disais tout à l'heure, les packaging alternatifs, pour ce qui est de la canette ou du bag-in-box, le private label avec, forcément les exportations de vrac et la catégorie de prix qui a vraiment fonctionné très fort, c'est, entre 10 et 20 pardon, pas 20 $20. Le consommateur aujourd'hui est tourné, vraiment sur l'excellent rapport qualité-prix, donc ça veut dire, avoir les tous les meilleurs avantages, au meilleur prix, littéralement et on a alors beaucoup les vins d'appellation niche, quand je dis niche, effectivement, je pense au crémant, je pense à la biodynamie, au bio, mais également aux régions, plus confidentielles, vont se démarquer justement par rapport à cette consommation de masse d'entrée de gamme, qui est, principalement achalandée par les vins domestiques. Donc, pour nous, l'opportunité, c'est vraiment de capitaliser sur cette image forte qu'a la France, pour la qualité et les valeurs environnementales. Donc, en résumé, on a aujourd'hui un marché qui est assez concurrentiel parce que les acteurs se sont concentrés, se sont restructurés, tous vers un seul et même, canal, principal qui est le retail, donc la vente au détail. Donc qui et en plus de ça, enfin de surcroît avec, une note digitale, enfin une interactivité digitale très, très importante. Donc pour, vous faire un petit état des lieux de l'importation des vins de manière globale, sur 2020, tout pays confondu, la part des vins importés a connu, une diminution de 9. Parmi les fournisseurs principaux, l'Italie demeure, en tête en termes de volume et la France arrive, en deuxième. En revanche, en valeur, la France arrive à bien positionner, ses produits et justement, talonne, l'Italie, même si l'Italie en 2020, parce que l'Italie n'a pas été touchée par les taxes, Trump, reste en première position, mais si vous regardez le pourcentage entre 13 de part de marché et 31 de part de marché en valeur, tandis que l'Italie est à 26 en volume et pas beaucoup plus haut en valeur. Donc le pays le plus dynamique qu'on observe est la Nouvelle-Zélande avec, le sauvignon blanc qui demeure un cépage très prisé aux États-Unis. Hem, donc voilà le petit panorama pour, les vins de manière globale et maintenant si on se focalise sur les vins français, on voit que, la Bordeaux et Provence, en fait, sont les régions les plus représentées aux États-Unis, suivies par Rhône et la Bourgogne. Bon, la Bourgogne est la région qui valorise, le mieux ses vins. C'est un marché aujourd'hui, pour les vins français qui représente 1,4 million d'euros, et donc les États-Unis demeurent le premier marché. Hem, Bordeaux, somme toute, est le vignoble le plus dynamique, qui et avec l'Alsace qui sont restés dans le positif. Toutes les autres régions et particulièrement le Languedoc et Roussillon ont connu des baisses en 2020 respectivement de 15 à cause de la crise Covid. Et puis pour vous donner un petit aperçu, du top 10 des marques françaises, qui se vendent le mieux, et les importateurs qui les représentent, pour ne citer que celles-là, donc on a La Vieille Ferme, Gérard Bertrand, Château d'Esclans, Louis Jadot et Chapoutier. Donc pour ne citer que ces 5 premiers là, donc qui vendent, en milliers de caisses. Par contre, bon, c'est vrai que ce sont des chiffres de 2019-2018, mais donc avant la pandémie, ces marques-là se portaient bien. Mais, je peux, imaginer que La Vieille Ferme, a très bien fonctionné aussi en 2020, parce que il se positionne comme un vin de France. Hem, pour ce qui est des canaux de distribution, bah, sans surprise, donc enfin historiquement si on regarde les chiffres en 2014, le CHR donc qui est là, en rouge, était plutôt stable, jusqu'à 2020 où il a chuté de moitié en fait en parts de marché, et ces parts de marché qui sont allées directement au retail. Si on voit ici en moyenne, une moyenne de 83 points, on est passé à 91, en 2020.
Donc le comme je me le répète, mais le off trade progresse effectivement drastiquement. Le prix moyen, d'un vin tranquille en retail, qui me fonctionne le mieux est entre 10 et 20 comme je disais tout à l'heure. On compte, aux États-Unis presque 200 000 cavistes aux Éta et mais historiquement, le on-trade demeure quand même le moyen de prescription pour faire connaître, les vins et notamment les vins de niche, auprès des consommateurs. Hem, donc pour ce qui est de l'accès au marché, il faut savoir que, on a 2 autorités, enfin oui, 3 autorités compétentes. On a le TTB, donc Alcohol Tobacco Trade Bureau. On a le Food Drug Administration, le FDA, et ensuite on a les Alcohol Beverage Control Board. Donc, si vous voulez, au niveau fédéral, le TTB et le FDA, sont les organismes, au niveau national. Hem, J'y reviendrai un peu plus tard sur le système des 3 tiers, mais le TTB a pour rôle d'attribuer des licences d'importation et de distribution, aux importateurs et distributeurs, américains, et surtout, il traite des alcools qui sont supérieurs à 7 degrés d'alcool. Tout ce qui est au-dessus donc de 7 degrés d'alcool va directement, auprès du chez le TTB. La FDA, elle, va, traiter les alcools de moins de 7 degrés d'alcool, 7 de degrés d'alcool pour tous les vins, les cidres, mais également les bières. Donc ça, c'est à retenir, et ensuite ça, c'est au niveau fédéral, et ensuite on a par État ce qu'on appelle les ABC Board, donc les Alcohol Beverage Control Board. Donc, parmi cette loi fédérale, en fait, chaque État a la liberté d'appliquer plus ou moins une flexibilité à la règle. Donc, je vais y venir, un peu plus en détail dans les slides d'après. Donc, au niveau fédéral, on a ce qu'on appelle le système des 3 tiers. Donc, l'importateur, même le producteur en fait local ici, est censé vendre à un distributeur. Donc l'importateur slash producteur local, et même producteur international, donc c'est le premier tiers. Il doit vendre à un distributeur qui est le deuxième tiers, et ce distributeur va revendre à un détaillant, qu'il soit, caviste ou restaurateur, et c'est le troisième tiers, et enfin, bon, sans compter le consommateur, mais donc c'est le fameux système des 3 tiers. Comme je vous le disais, chaque État a la possibilité d'adapter, être plus ou moins flexible. Donc, on a, des importateurs qui vont prendre la double casquette de distribution. Donc ils vont cumuler les 2 rôles, mais ils vont pas pouvoir vendre directement auprès du consommateur, ou, donc ils vont devoir passer par un détaillant, donc le troisième tiers. Après, ce que je voulais aussi, vous expliquer, c'est qu'on a vu un système se développer en parallèle de ça. C'est que, l'exportateur, donc par exemple le producteur français, peut, vendre à un clearer. Donc, c'est un importateur, mais qui va avoir plus la fonction administrative, on va dire, pour faire entrer les produits dans le pays, et ensuite, le revendre, aux cavistes ou aux supermarchés. Donc en fait, à la différence, de l'importateur, du système de droite, ce clearer ne va pas, nécessairement porter la marque commercialement. Il va pas vous aider nécessairement à le développer sur la marque. Il va se dire: «OK, dans mon, portefeuille client, j'ai, par exemple, cette chaîne, qui s'appelle, par exemple, Safeway, ou Costco, qui cherche, voilà, du vin de Corse, et ben, très bien. Moi, je vais, juste, faire entrer le vin pour, accommoder la chaîne». Donc, c'est vraiment plus pour ces enseignes qui font du direct import. Alors je dis entre guillemets parce qu'ils ne peuvent pas se passer d'un clearer, mais c'est comme s'ils commandaient directement auprès de vous. Et donc j'y reviendrai, mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est l'ampleur du pays. Donc on a parmi cette, réglementation fédérale qui s'applique aux 50 pays, on a donc, chaque État
quand je dis pays, parce que je pense à 50 marchés différents, 50 États, 50 marchés que représentent les États américains. Donc chaque État, encore une fois, dispose d'un ABC board et donc dans le code couleur ici que je vous ai présenté, vous voyez en vert les États dits open states. Donc la distribution et la vente, d'alcool est, complètement libéralisée et opérée par, des opérateurs privés. Ensuite, on a la couleur orange qui, elle, représente les États qui sont, fermés à monopole. Donc, on dénombre aujourd'hui encore, 17 aux États-Unis où la distribution d'alcool est centralisée par des monopoles. Et ensuite, parmi ces 2 couleurs, on a, la 3e catégorie qui sont les franchise states. Donc on peut très bien avoir, un État ouvert sans monopole, mais où, le distributeur, localisé dans cet État sera particulièrement, protégé par les lois locales, pour préserver son business, en fait. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si vous par exemple, trouver un importateur-distributeur sur, le Nevada ou encore la Virginie à l'est, heu, il faut enfin vous accordez avec, cet importateur-distributeur sur les termes de contrat, mais le jour où vous voulez vous séparer de cet importateur-distributeur, il y a quelques contraintes ou en tout cas quelques règles à respecter. Donc il est moins aisé dans ces États franchisés de changer de partenaire que dans, les États, complètement verts, open. Voilà et puis pour information, le prix de vente, ex-works en général on le multiplie par, 4, voire, ouais 3 entre 3 et 4, mais je dirais plutôt entre 4 et 5 pour obtenir le prix retail. Après vous pouvez aussi regarder bien entendu, grâce aux outils, digitaux aujourd'hui, les enseignes et les prix pratiqués par les enseignes. Mais c'est en général, voilà, multiplié par 4 le coefficient pour avoir le prix retail. Hem Donc, pour toujours sur l'accès au marché, donc une fois, que vous avez, effectivement alors de 2 choses, vous parlez avec un importateur et l'importateur, vous demande des échantillons. Donc on a, des règles sur les étiquetages des boissons, qui relèvent donc de la compétence du TTB. Donc il y a 2 étapes. Il y a alors je les ai mises un petit peu à l'envers, mais on a la démarche du Cola Waiver. Donc le Cola Waiver, c'est dans le cas où vous, souhaitez faire, donc envoyer des échantillons, on peut demander une exemption de validation de certificate de pardon, de l Certificate of Label Approval parce que le TTB, pour tout produit, pour tout vin qui arrive aux États-Unis, doit valider en fait votre étiquette et pour ça, donc là, j'en viens aux démarches cola et pré-cola. La démarche cola est en général effectuée par l'importateur américain, par chaque importateur américain et l'exportateur, donc le producteur doit, faire en sorte que ça soit en règle, comme sur l'exemple ici où on doit bien indiquer, alors si possible, enfin là, les cépages, le type, de vin, si c'est un table wine, si c'est, parce qu'il y a différentes catégories, si c'est un vin à plus de 14 degrés, par exemple, donc on met le degré d'alcool et surtout le plus important, c'est le government warning imposée par la loi américaine. Donc c'est une pratique, enfin le certificate, of label approval peut aller de 2 semaines à 4-6 semaines, mais en général c'est plutôt rapide. Ce que je peux aussi vous dire d'autre, c'est que, pour certaines catégories de produits, peut-être ça vous serez moins concerné, mais le TTB peut également demander des analyses, et donc là, ça peut prendre, beaucoup plus de temps, et c'est particulièrement le cas pour, des boissons à base de malt et des spiritueux. Voilà, mais pour revenir, à l'envoi d'échantillons, donc on peut donc faire cette exemption de validation d'étiquette parce que dès lors qu'on envoie des vins,
non destinés à la vente et que c'est temporaire parce qu'in fine, il faudra y venir de toutes les manières, quand on passe, l'étape des échantillons, il faudra passer à la démarche cola. Donc, comment est-ce qu'un primo-exportateur peut construire sa stratégie, d'entrée sur le marché américain? Il faut passer par 4 étapes, qu'on a identifiées. Donc l'auto-évaluation, c'est effectivement, enfin faire un petit peu un check-up, des forces, des atouts, de ce qui nous différencie, de ce que vous êtes en fait, votre positionnement. Se pencher sur cette question, bien maîtriser l'environnement réglementaire donc comme je vous l'indiquais tout à l'heure, les États-Unis sont 50 États différents, 50 marchés, tous, fonctionnant avec, des réglementations, différentes, propres à chaque État. Donc je vous ai remis effectivement les procédures d'envoi, les règles, d'étiquetage et ensuite en troisième étape, alors, c'est pas nécessairement les uns après les autres, mais le benchmark, la concurrence, bien comprendre, qui est en place aux États-Unis, comment est-ce qu'ils communiquent et particulièrement sur les vins domestiques. Et une fois en fait ces 3 étapes, d'auto-évaluation et puis d'études, réalisées, on peut effectivement, aller à une stratégie commerciale, de construction de marque et puis, d'aller identifier le type de partenaire avec qui on va vouloir travailler. Hem voilà, donc spécifiquement, par rapport, au benchmark, les questions à se poser, quelques tips, c'est donc effectivement faire des recherches sur, l'industrie, et sur, sa concurrence, montrer à son interlocuteur qu'on comprend son business et puis sa réalité en fait et bien garder en tête aussi qu'un sales speech entre guillemets, un argumentaire commercial doit souvent être adapté d'un interlocuteur à l'autre. Donc ça, c'est très important pour montrer, cette proximité. Et puis, les questions, qui font un peu mal effectivement, mais qu'on doit se poser, c'est: est-ce qu'on est cher? Trop trop cher par rapport à la moyenne? Si on est cher, pourquoi? Qu'est-ce qui le justifie? Et est-ce qu'il faut, du coup adapter, le tarif? Mais pas nécessairement, dès lors qu'on a les arguments en face. Et vraiment la question c'est: «What's your competitive advantage?» Qu'est-ce qui vous différencie de votre voisin? Et puis enfin pour finir un petit focus sur la communication. Comme je vous le disais, on est aujourd'hui dans un monde, d'interaction digitale, poussé. Donc un site internet en anglais, est une base. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça représente quelque part votre carte de visite sur le marché et même une extension de votre, étiquette, de bouteille. Donc bien soigner votre site internet, en ce sens et si vous en avez l'opportunité, commencez à développer, une présence sur les réseaux sociaux, toujours dans le but de créer de la proximité, dans ce contexte et être prêt à s'investir alors jusqu'à ce qu'on puisse se déplacer à nouveau, mais organiser des dégustations en ligne, ou tout autre, soutien marketing que l'on pourrait apporter à un partenaire commercial, sur les États-Unis pour l'aider à toucher, les consommateurs américains.